Alors, on quitte la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour se rendre dans un autre endroit qui a connu des traumatismes très profonds. Cet endroit, c'est Calais. Calais est le camp de réfugiés qui a connu, recueilli, hébergé des centaines et des milliers de personnes ces dernières années. Ce campement de Calais a été filmé dans un film qui est sorti en salle récemment, Heroic Land. Et nous avons le plaisir de recevoir maintenant, pour en parler, ces deux réalisateurs. Elisabeth Perceval, bonsoir. Et Nicolas Klotz, bonsoir. Merci beaucoup d'être venu à Mediapart ce soir. Je propose qu'on commence tout de suite en regardant un extrait de votre film, l'Heroic Land. Alors, en voyant ces images d'expulsion, de continuation d'expulsion du campement de Calais, évidemment, par un télescopage d'actualité, on ne peut pas s'empêcher de penser un peu aux images d'expulsion de la ZAD, même si, évidemment, les contextes étaient très différents. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez voulu filmer ça, ces moments-là? Je ne sais pas qui veut commencer. Elisabeth. C'est-à-dire que ce n'est pas une volonté de filmer ces moments-là, puisque nous y sommes entrés. La jungle n'était pas du tout... il n'y avait même pas l'idée de démantèlement quelconque, ni de la zone sud, ni du démantèlement total. Et nous y sommes entrés, effectivement, avec l'appel de Calais. On nous a proposé d'y aller. Donc un appel aux cinéastes qui avait été lancé. Exactement, par et nous avions évidemment un désir intense d'aller découvrir cet espace où nous étions entrés, nous y sommes d'ailleurs entrés déjà chargés d'images très négatives sur cet endroit où il se vivait des choses très dures. Et on s'est rendu compte tout de suite en y entrant qu'il fallait y prendre du temps et que c'était avec le temps qu'on pourrait saisir ce qui s'y passait réellement. Et nous y sommes allés avec l'appel de Calais pour normalement une journée ou 2 jours, et en fait nous y sommes restés 1 an. Et en tout, le travail a duré 2 ans, à peu près 2 ans et demi. Donc, si on y est allé, ce n'était pas pour voir ces images qui nous bouleversent encore aujourd'hui, et qui nous bouleversent d'autant plus qu'il se passe la même chose à la ZAD, comme si ce démantèlement qui s'est fait en 2 fois dans la jungle était comme un laboratoire, finalement, sur comment détruire et comment disperser des gens. Donc au départ, ce n'était pas du tout pour filmer ça, mais l'inverse. Plutôt aller rencontrer des gens, aller porter un regard, une attention, un égard sur ce qui s'y passait, sur ce qui s'y construisait, sur ce qui s'y inventait, et toutes sortes de choses, de liens, de gestes qui étaient là. Et petit à petit, effectivement, ces rencontres ont pris du temps. Et c'est en rencontrant les gens et en entrant dans ces endroits d'intimité aussi qui sont, eux, appellent ça leur maison. Puisque quand ils nous donnaient rendez-vous, ils ne nous disaient pas « tu viens dans ma baraque » ou « tu viens dans mon lieu indigne », mais « tu viens chez moi, ma maison se trouve à tel endroit ». Donc, c'est dans ces rencontres et dans qui sont des rencontres d'une grande intimité et en même temps des rencontres collectives. Parce que les drames qu'ils traversent, toutes ces personnes se rejoignent, sont très proches. Et qu'est-ce qu'on a ressenti? On a ressenti effectivement une énergie incroyable. Cette énergie d'invention, cette énergie créatrice qui pouvait changer effectivement quelque part, peut-être, dans une utopie
que l'on pouvait percevoir quelque chose du visage de l'accueil. Et c'est un peu ça qui a fait qu'on est resté sur place, qui a fait qu'on a eu envie de prolonger, d'arpenter cet endroit, de rencontrer les gens et d'y tourner un film. Nicolas Klotz, comment avez-vous travaillé sur ce sujet de la jungle de Calais et de ce campement de réfugiés de Calais et j'imagine avec en tête la difficulté plusieurs difficultés, c'est-à-dire déjà rencontrer les personnes, rencontrer les réfugiés, établir sans doute suffisamment de confiance pour qu'ils se confient à vous, mais aussi avec, j'imagine, l'idée de se sortir des images stéréotypées, télévisuelles. Ça, c'est la part la plus facile, en fait, tout ça, parce que aussitôt qu'on est entré sur cette lande, d'abord, on avait l'impression de mettre les pieds dans une histoire, dans un événement qui était un des événements les plus importants d'aujourd'hui. Vraiment extrêmement contemporain, parce que c'est quelque chose qui vient à la fois du passé et du futur. Et donc, on était comme dans un immense roman. C'est pour ça qu'on fait référence à l'Odyssée. Oui. On est dans un immense roman où les gens sont là parce qu'ils ont une histoire, parce que leur peuple ont une histoire, et en même temps, ils sont en train d'inventer des nouvelles formes de vie. Et c'est ça qui nous a immédiatement pris. C'est-à-dire qu'on arrive, on ne voit absolument pas ce que les médias faisaient circuler, comme Elisabeth parlait, des images chargées de négativité dans la sphère publique. De violence, de trafic. On rentre et la première chose, c'est tellement facile, tellement évident, il y a un tel désir de la rencontre qu'on a travaillé avec eux. C'est un film documentaire, mais on dit facilement, cette frontière-là a disparu très vite parce qu'on a fait le film avec eux. Et donc, on a fait le film ensemble, dans le désir et sans travailler un sujet. On a travaillé à partir des rencontres, à partir de comment la parole pouvait naître. Parce que la parole circule de multiples manières dans la jungle de Calais. C'est surtout pas en les interrogeant que la parole arrive. Elle arrive comme ça. Furtivement. C'est quoi? C'est en discutant, c'est en étant avec eux tout le temps, au point qu'ils oublient un peu que vous êtes là pour les filmer? Je crois qu'ils ont inventé leur propre terre d'accueil et ils nous accueillaient là et la parole était fluide. La parole était fluide, mais autant des choses très concrètes sur les cartes téléphoniques, sur les musiques, sur leur portable, sur leur famille, sur qu'est-ce qu'on va faire ce soir, sur leurs histoires d'amour, sur l'Angleterre, sur les tentatives, que sur la Libye, que sur les tortures, que sur des choses beaucoup plus dramatiques. Donc la parole était réelle et elle prenait une place réelle. Et je crois que si le cinéma peut faire quelque chose, comme il fait dans la fiction, parce qu'on avait l'impression même, on pouvait penser à des cinéastes, à des films de John Ford ou des films de Tarkovsky. On n'est pas là pour essayer d'analyser la situation, parce que ça, ce n'est pas notre travail. On est là pour essayer d'inventer une forme romanesque en même temps que les événements ont lieu. Parce que je veux dire que souvent, ces grands événements, on les traite au cinéma 20 ans après, 30 ans après. Or qu'avec les nouvelles caméras, le fait d'être juste Elisabeth et moi, on peut venir et filmer en temps réel l'événement qui a lieu et se poser des questions de cinéma, parce que les questions de cinéma sont des questions de sensibilité. La question politique, elle arrive obligatoirement à certains moments, mais on ne l'aborde pas du tout de manière analytique et ce n'est pas un essai, quoi. C'est vraiment un film romanesque tourné depuis cette vie qui était en train de s'inventer et que malheureusement, parce que je dis bien malheureusement, et avec ce qui se passe dans la ZAD, ça rejoint, quand Elisabeth parlait de ce démantèlement de la jungle était peut-être un laboratoire expérimental, médiatique, administratif, policier, pour détruire des formes de vie qui nous arrivent de l'avenir. Parce que c'est ça la question politique, c'est que pourquoi est-ce qu'on réduit cette liberté et cette invention à quelque chose qui s'appellerait juste un camp,
qui serait habité par des gens qui vivent dans la boue, or qu'ils étaient en train de faire surgir une ville de la boue. C'est tout à fait le contraire. Quelque chose jaillissait de là qui était extrêmement précieux pour l'avenir et je crois pour tout le monde. Alors, on va regarder tout de suite un deuxième extrait de votre film. C'est le témoignage de Zaid. My name is Zaid. I'm from Ethiopia. I'm just 18 years old. መቼ ኢትዮጵያ ላይ ከአንድ ዓመት before 1 year before 1 year. Yeah. So Ethiopia, Sudan. I'm coming by lake. Fourth. Today I'm walking just from Sudan, Libya. 10 day. I'm go 10 day by car, by foot. Just I'm in Libya. I'm prison 4 months, just 5 months. In prison I'm some kick. This is by gun. Kick me here. This. when he was in prison in Libya, a lot of time too they hit him and even in front of the teeth Some by knife. backside. My backside. My hair by him mirror like yeah, like by mirror. like he says a piece of mirror Yeah, piece of to mirror. clean My hair. Not some water, not some no water no soap, shampoo. No. By mirror. piece of mirror. Yeah. By mirror, no good. And that He was, was afraid to die. yeah. He was afraid to die. Then police guard. He was ብዙ ጓደኞቼ ከኔ ጋር እየተኙ የሞቱ አሉ። when he was inside the prison, too much friends dying. He saw them. Yeah, me, I'm sleeping here. Who sleeping here? Sleeping here. In here. Get up to the morning. No, it's died. No chance. Alors, ce témoignage absolument terrible que vous avez recueilli, que vous donnez à entendre dans ce film. Est-ce que aujourd'hui vous avez réussi à maintenir des liens avec certaines des personnes que vous aviez rencontrées lors du tournage? Zaid est un jeune adolescent, donc il a 18 ans quand on l'a. Et donc au départ de son voyage, il devait avoir 16 ans. Donc on peut dire que Zaid est un héros rescapé de choses inimaginables. Et il est pourtant très simple et très joyeux, comme vous pouvez remarquer dans le film. Et toute son énergie était de comment voir le futur, comment construire son futur. Zaid est actuellement arrivé en Angleterre. Il a réussi à passer de l'autre côté. Il est passé, d'après ce qu'il nous a confié et qui est dans le film, dans le coffre d'une voiture. Et puis, il n'est pas très... Il n'a pas trouvé ce qu'il espérait trouver, visiblement, parce qu'il s'attendait à ce que ce soit plus simple, à ce que la vie soit plus... qu'il puisse faire construire ce qu'il voulait, ce qu'il avait imaginé. Et finalement, tout est très différent. Il est très déçu. Il a très envie... à la fin du film, il a très envie de revenir, d'être dans la jungle, justement de retrouver cette vie collective, de retrouver un peu d'espoir. Et il dit « Je voudrais revenir dans la jungle ». Et c'est très intéressant que vous disiez ça, parce que c'est vrai que quand on entend ce témoignage, on a du mal, depuis l'extérieur, à imaginer que le campement de Calais ait aussi pu être un lieu de joie, un lieu de fête, un lieu de réjouissance, un lieu de solidarité. Et comment est-ce que vous avez perçu cette double nature, puisqu'à la fois les gens sont là, à commencer parce qu'ils subissent une situation. Oui, mais ce sont des gens qui se dépassent en permanence. Et c'est pour ça que je dis c'est l'histoire, c'est à la fois l'histoire qui vient du passé et du futur. Et ils sont habités, ils sont invincibles.
même si individuellement ils sont bien dans une finitude dans la vie, parce que comme tout le monde, il y a quelque chose d'une sorte de... L'exil, c'est une puissance invincible qui traverse l'histoire de l'humanité. Et c'est une puissance dont ils sont habités par ça. Cette joie, c'est comment faire avec un destin tragique, et si ceux qui perdent pied meurent. Donc c'est une force vitale inouïe, collective, et qui était partout présente. Moi les choses les pires que j'ai entendues, c'est toujours les commentaires des journalistes. Du genre qu'ils vivent dans l'indignité, par exemple, vivent dans la boue. Presque les visages devenaient de la boue. C'est-à-dire tout était boue, tout était indignité. Alors que... Par exemple, excuse-moi, les violences policières, par exemple, quand il y a un jeune homme qui, au début du film, qui a les yeux rougis, et sa manière de parler des violences policières, des lacrymogènes, etc. Il pose la question, mais la police en Angleterre, elle est mieux que la police en France. Il est sûr de ça. Et donc, il est parti dans cette idée-là. Donc, il sait que c'est son quotidien. Il le vit, il en parle, tout le monde le sait. Il a pu porter plainte parce qu'il y avait une cabane juridique qui s'est organisée, qui ont permis à pas mal de porter plainte. Donc, il y a quelque chose qui s'organisait et qui faisait que justement, il y avait une autonomie réelle de leur part. Ils construisaient un avenir dans la jungle. Ils n'étaient pas enterrés. Au contraire, il y a quelque chose qui était très naissant. Oui, parce que c'était un endroit, effectivement, de passage. Oui. Hein, c'est avant tout un endroit de passage. Ils savaient qu'ils n'étaient pas là pour durer, qu'ils n'étaient pas là pour mais des ce n'est années. pas parce que c'est un endroit de passage que ça ne doit pas être un endroit où s'invente, où se tentent des possibilités d'accueil. Donc c'est un peu ce qui se passait. Dans les personnes qui étaient là, il y en avait un certain nombre aussi qui demandaient l'asile en France. Nous en connaissons certains, on est même en relation avec eux, qui ont demandé l'asile en France, qui l'ont obtenu. Et donc, c'était effectivement un lieu de passage, et c'était aussi un lieu où des gens pouvaient apprendre le français, etc., et faire leur demande d'asile en France. Mais ce lieu d'indignité qui a été... effectivement, toutes ces images et toutes ces extrêmement dures... il y avait quelque chose, enfin, il me semble comme ça qu'il y a quelque chose qui fait que ça justifiait son démantèlement. Ça justifiait de le raser. C'est-à-dire que si, effectivement, était montré ou raconté que c'est un lieu où on pouvait se reposer, se ressourcer, réinventer sa vie, retrouver une source de vie collective, par exemple, et d'autonomie. Parce que la plupart des personnes qui étaient dans la jungle, effectivement, ne se conduisaient pas dans une prise en charge des choses. Une autonomie. Une autonomie. Ils faisaient leur repas. Cher au cœur des gens sur la ZAD. Ils faisaient leur repas. Il y avait 2 bibliothèques. Ils allaient chercher des livres. Ils apprenaient le français. Ils échangeaient des choses. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de l'image, de la caméra, la présence de la caméra. Nous ne l'avons jamais cachée. Elle est toute petite. Et il y a une chose très différente aujourd'hui, c'est qu'ils sont tout à fait habitués à se filmer, à se filmer les uns les autres. Donc la présence de cette caméra était familière pour eux. Et tout se faisait dans une très grande improvisation. Et c'est là, je pense, qu'il y a quelque chose de cette autonomie, de cette nouvelle façon de gérer les choses et de les gérer avec responsabilité. Il fallait poser un regard là-dessus, un regard qui a un égard, qui a une attention pour ce qui se faisait. Et c'est cette attention qui a peut-être manqué. Il fallait y porter attention, tout simplement. Portez attention, merci beaucoup. Cette attention, vous l'avez portée fortement dans ce film. Donc, je rappelle, Heroic Land. Merci beaucoup d'être venu à Mediapart ce soir pour nous le présenter et j'espère donner envie à nos spectatrices et spectateurs d'aller le voir.